Les hommes reculent terrifiés devant l'étalon sauvage qui charge violemment quiconque s'approche. Mais Emma, 8 ans et muette depuis la mort de sa mère, s'avance sans hésitation vers la bête blessée comme attirée par une force invisible. Elle sent au fond de son âme que ce cheval comprend sa douleur mieux que n'importe quel humain et que lui seul peut faire renaître sa voix perdue dans les ténèbres du traumatisme. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil se levait paresseusement sur le domaine des cieux clairs, baignant les collines verdoyantes de la Camargue d'une lumière dorée. Les silhouettes des chevaux se découpaient contre l'horizon, tandis que Mathieu Leclerc observait sa fille depuis la véranda de la maison principale. Emma, 8 ans, était assise seule près de l'enclos, son carnet de dessin sur les genoux, ses yeux fixés sur les chevaux qui galopaient librement. Ses longs cheveux châtains dansaient dans la brise matinale, mais son visage restait impassible, comme figé dans une expression que Mathieu ne parvenait plus à déchiffrer depuis l'accident. « Elle est encore là-bas », murmura-t-il lorsque Marcel Dubois, le vieux palefrenier du domaine, s'approcha avec 2 tasses de café fumant. « Comme tous les matins », répondit Marcel en lui tendant une tasse. « Elle a toujours aimé les chevaux. Ça n'a pas changé. » Mathieu soupira, ses doigts se crispant autour de la tasse chaude. 2 ans, Marcel. 2 ans qu'elle n'a pas prononcé un mot. Les médecins disent que c'est psychologique, qu'elle pourrait parler si elle le voulait. Mais le temps, interrompit doucement Marcel, son visage buriné par les années, exprimant une sagesse tranquille. Le temps guérit bien des choses, mais le temps semblait s'être arrêté pour Emma le jour où sa mère, Camille, avait trouvé la mort dans cet horrible accident de voiture. Emma était avec elle. La petite avait survécu, physiquement du moins. Mentalement, elle s'était enfermée dans un monde de silence dont personne ne parvenait à la sortir. Dans l'enclos, Sophie, l'une des jeunes employées du ranch, essayait d'attirer l'attention d'Emma en lui montrant comment brosser un poulain. La fillette regardait, mais son regard semblait traverser la scène comme si elle observait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Monsieur Leclerc !» La voix de Laurent, le contremaître, brisa le moment de contemplation. Le vétérinaire vient d'appeler. Il arrive dans 1 heure pour examiner la jument qui a mis bas hier. Mathieu hocha la tête. Merci, Laurent. Dis à Pierre de préparer l'écurie pour qu'on puisse les installer confortablement. Le domaine des cieux clairs était l'un des plus réputés de la région. Spécialisé dans l'élevage des chevaux camarguais, ces petits chevaux blancs robustes et mythiques, il attirait des acheteurs de toute l'Europe. Avant l'accident, c'était Camille qui gérait la partie élevage avec une passion et un talent indéniables. Depuis sa disparition, Mathieu tentait de maintenir l'héritage qu'elle avait bâti pour Emma, pour lui-même, pour honorer la mémoire de sa femme. « Tu devrais aller la chercher pour le petit déjeuner », suggéra Marcel en désignant Emma. Philippe sera là avec les enfants ce soir pour dîner. Ça lui ferait du bien de se préparer à l'idée. Philippe était le frère cadet de Mathieu. Contrairement à lui, il avait choisi la ville, devenant avocat à Marseille. Ses visites étaient rares, mais précieuses, surtout pour Emma qui adorait ses cousins. « Je n'arrive pas à la lire, Marcel », avoua Mathieu, sa voix trahissant son désarroi. Je ne sais jamais si ces visites lui font plaisir ou la perturbent. C'est une enfant, Mathieu. Même sans parler, elle communique. Il faut juste apprendre à regarder. Avec un hochement de tête résigné, Mathieu descendit les marches de la véranda et traversa la cour principale. L'odeur familière du foin frais et du cuir d'aisselle entreposé dans la sellerie voisine l'accompagnait. Ces odeurs, c'était son enfance, sa vie, l'héritage qu'il voulait transmettre à Emma. En approchant de l'enclos, il remarqua que sa fille avait fermé son carnet de dessin et observait maintenant un point à l'horizon, là où les terres du domaine rejoignaient les marais sauvages. Emma,
Ma puce, c'est l'heure du petit déjeuner, dit-il doucement en s'accroupissant à côté d'elle. La petite fille tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de Camille, le fixèrent un instant avant qu'elle ne hoche légèrement la tête. Ce petit geste, cette minuscule réaction C était tout ce que Mathieu obtenait le plus souvent. Il lui tendit la main, qu'elle prit sans hésitation. C'était dans ces moments-là, ces petits contacts, qu'il sentait que sa fille était toujours là quelque part, enfermée derrière ce mur de silence. « Ton oncle Philippe vient ce soir avec Lucas et Manon. Ça te ferait plaisir de les voir ?» Emma ne répondit pas, mais ses doigts se serrèrent un peu plus fort autour de ceux de son père. Mathieu s'accrocha à ce signe comme à une bouée de sauvetage. En rentrant vers la maison, ils croisèrent Élise, la cuisinière, qui sortait justement à leur rencontre. « Ah, vous voilà, les crêpes vont refroidir », lança-t-elle avec un sourire chaleureux. Elle se pencha vers Emma. « J'ai fait celles au chocolat que tu aimes tant, ma petite. » Un fantôme de sourire passa sur les lèvres d'Emma, si bref que Mathieu se demanda s'il ne l'avait pas imaginé. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que ce jour-là, le destin avait décidé de frapper à la porte du domaine des cieux clairs sous la forme d'un événement qui allait bouleverser leur existence à tous et peut-être, enfin, briser le silence d'Emma. L'après-midi touchait à sa fin lorsqu'un nuage de poussière apparut sur le chemin menant au domaine. Mathieu, qui supervisait la réparation d'une clôture avec Laurent, plissa les yeux pour distinguer le véhicule qui approchait à vive allure. « C'est le pick-up de Victor Renard », annonça Laurent en essuyant la sueur de son front. Il a l'air pressé. Victor Renard était garde forestier dans la réserve naturelle voisine. Un homme taciturne, mais respecté, qui collaborait parfois avec le domaine pour des opérations de surveillance des troupeaux sauvages de chevaux camarguais. Le pick-up s'arrêta dans un crissement de pneus et Victor en descendit précipitamment. Son visage habituellement impassible trahissait une agitation inhabituelle. « Mathieu, j'ai besoin de ton aide », lança-t-il sans préambule. « On a trouvé un étalon blessé dans les marais. Probablement attaqué par des braconniers. Il est dans un état... » Il s'interrompit, remarquant qu'Emma S. était approchée silencieusement et se tenait maintenant à quelques mètres, son carnet de dessin serré contre sa poitrine. « Bonjour, Emma », dit-il en adoucissant sa voix. La petite fille le fixa de ses grands yeux bleus sans répondre, comme à son habitude. Mathieu s'avança. Un étalon sauvage. « Tu l'as ramené à la réserve ?» Victor secoua la tête. Impossible de l'approcher. Il est fou de douleur et de peur. Il a déjà blessé 2 de mes hommes qui tentaient de l'aider. J'ai pensé à toi immédiatement. Tu es le meilleur dresseur de la région et tu as l'équipement nécessaire ici. Mathieu hésita, son regard allant de Victor à Emma. Un cheval sauvage et blessé représentait un danger considérable, surtout dans un domaine où vivait une enfant. « Où est-il maintenant ?»« Dans la remorque, » répondit Victor en désignant l'arrière de son véhicule. « On a réussi à l'endormir juste assez pour le transporter, mais l'effet va bientôt se dissiper. Il faut agir vite. » Comme pour confirmer ses paroles, un violent coup ébranla la remorque, suivi d'un hennissement rageur qui fit sursauter tout le monde. Tout le monde sauf Emma. La fillette fixait la remorque avec une intensité troublante. « Laurent, » ordonna Mathieu après un moment de réflexion, « fais évacuer l'enclos nord et prépare-le pour un cheval sauvage. Sophie, préviens le docteur Moreau qu'on a besoin de lui en urgence. » Tandis que l'équipe s'activait, Mathieu s'approcha doucement de sa fille. « Emma, je veux que tu restes avec Élise à la maison pendant qu'on s'occupe de ce cheval. C'est trop dangereux. » Pour la première fois depuis longtemps, Emma réagit de façon inattendue. Elle secoua vigoureusement la tête en signe de refus, puis pointa du doigt la remorque. « Non, ma puce, ce cheval est blessé et effrayé. Il pourrait te faire très mal sans le vouloir. » La petite fille resta immobile.
ses yeux plongés dans ceux de son père avec une détermination qu'il ne lui avait pas vue depuis l'accident. Puis, lentement, elle ouvrit son carnet de dessin et lui montra un croquis qu'elle avait réalisé plus tôt dans la journée. Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le dessin représentait un cheval noir, cabré, avec une tache blanche en forme d'éclair sur le poitrail, exactement comme l'étalon que Victor venait d'amener et qu'Emma n'avait pas encore vu. « Comment ?» commença-t-il, mais il fut interrompu par Victor, qui revenait vers eux. « L'enclos est prêt, Mathieu. On devrait y aller maintenant. » Dans la confusion qui suivit, Mathieu perdit Emma de vue. La manœuvre pour transférer, les talons sauvages de la remorque à l'enclos mobilisa toute l'attention et les ressources du domaine. Marcel, malgré son âge, participait activement, dirigeant les plus jeunes employés avec l'autorité que lui conférait son expérience. Lorsque la porte de la remorque fut finalement ouverte, l'animal qui en jaillit était l'incarnation même de la fureur sauvage. Un magnifique étalon noir comme la nuit, à l'exception de cette tache blanche en forme d'éclair sur le poitrail. Ses yeux roulaient de terreur, montrant leur blanc, et ses naseaux dilatés soufflaient bruyamment. Sur son flanc, une vilaine blessure saignait encore. « Mon Dieu !» murmura Marcel, « c'est un mérans. Je n'en avais pas vu en liberté depuis des années. » Le cheval se cabra, hennissant de douleur et de rage, puis chargea la barrière où se tenaient les hommes. Tous reculèrent instinctivement. « Il va falloir l'endormir complètement pour soigner cette blessure, » dit Victor. « Sinon, il va se tuer à force de s'agiter ainsi. » Mathieu observait l'animal avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il a dû s'échapper d'un élevage. Les mérans ne sont pas natifs de cette région. Quelqu'un doit le chercher ou l'a abandonné après qu'il soit devenu trop difficile à gérer, suggéra Laurent. Ce ne serait pas la première fois. Le docteur Moreau arriva à ce moment-là, sa trousse médicale à la main, et rejoignit le groupe à la barrière. Après avoir examiné l'étalon de loin, il secoua la tête. « Je ne peux rien faire tant qu'il est dans cet état. Il faut l'immobiliser. » C'est alors que Mathieu remarqua l'absence d'Emma. « Où est ma fille ?» demanda-t-il, soudain alarmé, scrutant les alentours. Un cri de Sophie lui glaça le sang. « Là-bas ! Mon Dieu, Emma est dans l'enclos !» Le temps sembla se figer. Emma se tenait au milieu de l'enclos, minuscule face à l'imposant étalon noir qui s'était immobilisé à quelques mètres d'elle. La distance entre eux semblait à la fois infinie et terriblement insuffisante. « Ne bouge pas, Emma !» cria Mathieu, sa voix trahissant une panique qu'il tentait désespérément de contrôler. « Je viens te chercher !» Il s'apprêtait à escalader la barrière lorsque Marcel l'agrippa fermement par le bras. « Attends !» murmura le vieil homme, ses yeux ridés fixés sur la scène qui se déroulait devant eux. « Regarde !» L'étalon noir avait redressé la tête, ses oreilles pointées vers Emma. Son souffle restait bruyant, mais quelque chose avait changé dans son attitude. La frénésie destructrice qui l'animait quelques instants plus tôt semblait s'être momentanément apaisée, remplacée par une curiosité méfiante. Emma, quant à elle, n'affichait aucune peur. Elle se tenait droite, son carnet de dessin toujours serré contre sa poitrine, ses yeux bleus plongés dans ceux de l'animal. Un étrange calme émanait d'elle, comme si elle se trouvait exactement là où elle devait être. « Comment est-elle entrée ?» chuchota Sophie, qui s'était approchée de Mathieu, le visage pâle d'inquiétude. « Peu importe, » répondit Victor, sortant discrètement son fusil tranquillisant. « Je peux l'endormir avant qu'il ne l'attaque. »« Non !» intervint Marcel, avec une autorité surprenante pour son âge. Tu risques de provoquer exactement ce que tu veux éviter. Si le cheval est touché par une fléchette alors qu'il est focalisé sur Emma. Un frisson collectif parcourut l'assemblée à cette évocation. Dans l'enclos, Emma fit un pas en avant, puis un autre. Chacun de ses mouvements était lent, délibéré, presque cérémonieux. L'étalon secoua nerveusement la tête, projetant des gouttes de sueur autour de lui.
Sa blessure au flanc saignait toujours, traçant un sillon rouge sur son pelage noir. « Emma !» appela doucement Mathieu, la voix tremblante. « S'il te plaît, reviens vers moi, tout doucement. » Mais Emma ne semblait pas l'entendre, ou plutôt, elle avait choisi de ne pas l'écouter. Elle continua d'avancer vers le cheval, qui piaffait maintenant sur place, partagé entre la méfiance et une inexplicable attraction vers cette petite silhouette silencieuse. Le docteur Moreau, qui observait la scène avec un mélange de fascination professionnelle et d'horreur, chuchota « Je n'ai jamais vu un comportement pareil. » Ce cheval devrait l'avoir chargé dès la première seconde. « C'est Emma », répondit simplement Marcel, comme si ces deux mots expliquaient tout. À la surprise générale, la fillette s'arrêta à environ 2 mètres de l'étalon et s'assit lentement sur le sol poussiéreux de l'enclos. Elle posa son carnet devant elle, l'ouvrit et commença à dessiner, ignorant apparemment le danger mortel qui se dressait à quelques pas. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» murmura Laurent, incrédule. Mathieu, figé contre la barrière, ne pouvait détacher ses yeux de sa fille. Une part de lui hurlait de courir la chercher, de l'arracher à ce danger, mais une autre, plus profonde, lui disait que ce moment était important, peut-être même crucial. Elle et Talon Noir pencha la tête de côté, manifestement intriguée par ce comportement inattendu. Il renâcla bruyamment, puis fit un pas vers Emma, puis un autre. La fillette ne leva pas les yeux de son dessin, continuant à tracer des lignes sur le papier comme si elle se trouvait seule dans sa chambre. « Il va la piétiner », gémit Sophie, se cachant à moitié les yeux. Mais l'incroyable se produisit. Elle et Talon s'approcha jusqu'à pouvoir sentir les cheveux d'Emma, qui s'agitèrent légèrement sous son souffle puissant. La petite fille leva alors la tête, lentement, et tendit une main vers le museau de l'animal. Un silence absolu s'abattit sur le domaine. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Elle, Talon, hésita, puis, dans un geste d'une douceur inattendue, abaissa sa tête massive pour rencontrer la petite main d'Emma. « Incroyable !» souffla le docteur Moreau. « J'ai travaillé avec des chevaux toute ma vie, et je n'ai jamais rien vu de tel. » Emma se leva doucement, sans geste brusque, et posa sa main sur l'encolure du cheval. Celui-ci tressaillit, mais ne recula pas. Il semblait hypnotisé par cette enfant silencieuse qui n'avait manifesté aucune peur. « Je dois y aller !» annonça Mathieu, incapable de supporter davantage cette tension. « Elle reste ma fille, et ce cheval est blessé et imprévisible. » Mais avant qu'il n'ait pu faire un mouvement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Emma se mit sur la pointe des pieds et approcha sa bouche de l'oreille de l'étalon. Ses lèvres bougèrent, comme si elle parlait. « Est-ce qu'elle » commença Sophie, stupéfaite. Marcel hocha lentement la tête, les yeux brillants d'émotion. « Oui, je crois que notre petite Emma est en train de parler à ce cheval. » Ce murmure, que personne ne pouvait entendre mais que tous pouvaient voir, sembla transformer elle et Talon Noir. Ses muscles tendus se relâchèrent progressivement. Sa respiration devint plus régulière et sa tête s'abaissa jusqu'à presque toucher l'épaule d'Emma. La fillette continuait de lui parler, ses lèvres formant des mots silencieux pour tous, sauf pour cette créature sauvage qui semblait boire chacun d'entre eux. Mathieu restait paralysé contre la barrière, incapable de croire ce qu'il voyait. Sa fille, muette depuis 2 ans, venait peut-être de retrouver sa voix, mais pas pour lui, pas pour sa famille, pas pour les médecins qui avaient tenté pendant des mois de la faire parler, pour un cheval sauvage. Un étalon blessé et dangereux qui, quelques minutes plus tôt, semblait prêt à détruire tout ce qui se trouvait sur son passage. Il faut en profiter, chuchota le docteur Moreau, brisant la transe collective. Si elle parvient à le maintenir calme, je pourrai examiner sa blessure et commencer les soins. Victor hocha la tête. Je vais chercher ma trousse dans le pick-up. Attendez, intervint Marcel, toujours concentré sur la scène. Regardez, elle nous fait signe. En effet,
Sans quitter des yeux elle et Talon, Emma agitait discrètement sa main libre dans leur direction, leur indiquant de s'approcher. « Je vais y aller », décida Mathieu, doucement. « Je viens avec toi », ajouta le docteur Moreau. Cette blessure a besoin de soins urgents. Ils entrèrent dans l'enclos avec d'infinies précautions, chaque pas mesuré, chaque mouvement calculé pour ne pas perturber l'étrange harmonie qui s'était établie entre l'enfant et l'animal. Et Talon releva légèrement la tête à leur approche, ses oreilles se tournant vers eux, mais il ne manifesta aucune agressivité. Lorsqu'ils furent assez près, Emma leva les yeux vers son père et Mathieu fut frappé par ce qu'il y vit. Pour la première fois depuis l'accident, les yeux de sa fille étaient pleinement vivants, animés d'une intensité qui lui coupa le souffle. Elle n'avait toujours pas prononcé un mot à son intention, mais son regard disait tout. « Je sais ce que je fais, fais-moi confiance. »« Je suis là, ma puce, » murmura-t-il, s'accroupissant à côté d'elle. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Emma reporta son attention sur l'étalon, qui s'était légèrement tendu à l'approche des deux hommes. Elle reprit son murmure à l'oreille de l'animal, et à nouveau, celui-ci sembla s'apaiser sous l'effet de ses paroles inaudibles pour les autres. « La blessure est profonde », constata le docteur Moreau après un examen rapide, mais pas aussi grave que je le craignais. Une entaille d'environ 20 cm sur le flanc. Probablement causée par des barbelés, pas par des braconniers. Il a dû échapper d'un enclos et se blesser en tentant de traverser une clôture. Pendant que le vétérinaire poursuivait son examen, Emma continuait de maintenir le cheval dans un état de calme relatif. Elle avait posé son front contre le museau de Talon et il semblait partager un moment d'une intimité presque sacrée. « Je vais devoir nettoyer la plaie et faire quelques points de suture », annonça le docteur Moreau. « Normalement, j'aurais recommandé une anesthésie, mais étant donné les circonstances, faites ce que vous avez à faire, » répondit Mathieu sans quitter sa fille des yeux. « Je crois qu'elle peut le maintenir calme. » Comme pour confirmer ses paroles, Emma hocha légèrement la tête, toujours connectée à Talon, le docteur. Moreau travailla avec une efficacité remarquable, nettoyant d'abord la plaie avec une solution antiseptique, puis procédant au point de suture. À chaque manipulation potentiellement douloureuse, Talon tressaillait, mais Emma intensifiait alors son murmure, caressant l'encolure de l'animal de sa petite main. Depuis la barrière, les employés du domaine observaient cette scène surréaliste avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « C'est comme si elle était une sorte de chuchoteuse de chevaux », murmura Sophie, émerveillée. Marcel sourit doucement. « C'est plus que ça. C'est une connexion que certains êtres privilégiés parviennent à établir avec les animaux. J'ai entendu parler de cas similaires, mais je n'avais jamais eu la chance d'en être témoin. Comment expliques-tu qu'elle parle au cheval, mais pas à nous ?» demanda Laurent, perplexe. Le vieil homme haussa les épaules. « Les traumatismes fonctionnent de façon mystérieuse. Peut-être que ce cheval représente quelque chose pour elle. Peut-être qu'elle se reconnaît en lui d'une certaine façon. » Pendant ce temps, le docteur Moreau terminait son intervention. « Voilà, c'est fait », annonça-t-il avec satisfaction. « Il faudra surveiller la plaie pour éviter toute infection, mais avec des soins appropriés, il devrait s'en remettre complètement. » Mathieu hocha la tête, reconnaissant, puis se tourna vers sa fille. « Emma, ma chérie, c'est fini maintenant. Tu peux laisser le cheval se reposer. Viens, rentrons à la maison. » Mais Emma secoua la tête, refusant de quitter l'étalon. Elle leva les yeux vers son père et pour la première fois depuis 2 ans, ses lèvres s'animèrent pour lui. « Tonnerre !» articula-t-elle silencieusement. « Quoi ?» Mathieu se pencha, incertain d'avoir bien compris. Emma pointa du doigt la tache blanche en forme d'éclair sur le poitrail de Talon, puis répéta, toujours sans son, « Tonnerre ! Tonnerre !»
répéta Mathieu, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Le nom était approprié, presque poétique, pour cet étalon noir au caractère explosif, marqué par cet éclair blanc sur le poitrail. Mais ce qui importait vraiment, ce N n'était pas le nom en lui-même. C était le fait qu'Emma l'avait prononcé, silencieusement certes, mais ses lèvres avaient de former un mot intentionnel, adressé à son père. Un premier pas hors du silence absolu dans lequel elle s'était murée depuis 2 ans. Le docteur. Moreau, comprenant l'importance du moment, s'éloigna discrètement pour les laisser seuls. Mathieu s'accroupit pour être à la hauteur de sa fille, les yeux brillants de larmes contenues. « Tonnerre », dit-il à nouveau, « c'est un très beau nom, ma puce. » Emma hocha la tête, une étincelle de fierté traversant son regard. Puis elle se tourna à nouveau vers l'étalon et posa sa petite main sur son museau avec une assurance qui contrastait avec sa fragilité apparente. « Il va rester ici ?» demanda Mathieu doucement. À nouveau, Emma hocha la tête, cette fois avec une détermination qui ne laissait place à aucune discussion. « D'accord », concéda Mathieu, comprenant instinctivement que cet animal représentait quelque chose d'important pour sa fille. Tonnerre peut rester au domaine jusqu'à ce qu'il soit guéri. Ensuite, nous verrons. La fillette accepta ce compromis avec un léger sourire, le premier que Mathieu avait vu sur son visage depuis si longtemps. Lorsqu'ils rejoignirent le groupe qui attendait toujours près de la barrière, Marcel fut le premier à s'approcher d'eux. « Alors ?» demanda-t-il simplement. « Elle l'a appelé Tonnerre », répondit Mathieu, incapable de dissimuler son émotion. Le vieil homme posa une main sur l'épaule d'Emma. « C'est un nom qui lui va bien, petite. Tu as un don, tu sais ça ?» Emma baissa les yeux, soudain timide face à toute cette attention. « Je vais devoir repartir », annonça Victor, qui avait observé la scène avec fascination. « Mais je reviendrai prendre des nouvelles. » « Et si personne ne réclame ce cheval dans les prochaines semaines ? Nous verrons à ce moment-là, conclut Mathieu, serrant la main du garde forestier. Merci de l'avoir amené ici. » Tandis que Victor éloignait et que les employés retournaient à leurs tâches, Emma resta près de la barrière, observant Tonnerre qui, était couché dans l'enclos, visiblement épuisé par les événements de la journée. « Il faut que je prépare le dîner », rappela Mathieu. « Ton oncle Philippe et tes cousins seront là dans quelques heures. » Pour la première fois depuis l'arrivée de Tonnerre, une ombre passa sur le visage d'Emma. La perspective de cette visite familiale, qui impliquait des interactions sociales et des attentes de communication, semblait la ramener vers son mutisme habituel. « Tu pourras leur montrer Tonnerre demain, si tu veux », proposa Mathieu, tentant de la rassurer. « Ils seront tellement contents de te voir. » Emma acquiesça sans enthousiasme, puis se dirigea vers la maison, son carnet de dessin serré contre elle comme un bouclier. Le soleil commençait à décliner, baignant le domaine dans une lumière dorée, presque surnaturelle. Mathieu s'attarda un moment près de l'enclos, observant elle, étalon noir qui semblait déjà s'être adapté à son nouvel environnement. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui » murmura-t-il à l'animal. « Merci. » La soirée avec Philippe et ses enfants se déroula dans une ambiance étrangement tendue. Mathieu avait brièvement raconté les événements de l'après-midi, suscitant l'incrédulité puis l'émerveillement de son frère. « Elle a vraiment formé des mots ?» demanda Philippe pour la 3e fois, alors qu'il dégustait le bœuf bourguignon préparé par Élise. « Oui, mais uniquement avec ses lèvres, pas avec sa voix, » précisa Mathieu. Le médecin nous avait expliqué que son mutisme était psychologique, pas physique. Aujourd'hui, elle a prouvé qu'elle peut articuler. C'est un premier pas. Emma, assise entre ses cousins Lucas et Manon, gardait les yeux rivés sur son assiette, ne participant pas à la conversation qui la concernait pourtant directement. « Emma, Tenta Lucas, 12 ans, c'est vrai que tu as approché un cheval sauvage. Tu n'as pas eu peur ?» La fillette haussa légèrement les épaules, sans lever les yeux. « Laisse-la tranquille », intervint Philippe.
Elle nous racontera quand elle sera prête. Mathieu apprécia la sensibilité de son frère, mais il ne put s'empêcher de remarquer la déception dans les yeux d'Emma. Comme si elle voulait communiquer, mais ne savait pas comment, prisonnière de ce silence qu'elle sait, était imposée et qui était devenue, avec le temps, une forteresse dont elle ne savait plus comment sortir. Après le dîner, alors que les enfants étaient montés se coucher et que les deux frères partageaient un verre de cognac sur la terrasse, Philippe aborda le sujet qui lui tenait à cœur. « Tu devrais envisager de consulter le docteur Lambert », suggéra-t-il. C'est une spécialiste en traumatismes infantiles. Elle a des méthodes non conventionnelles, mais ses résultats sont impressionnants. Mathieu soupira. Nous avons déjà vu tellement de spécialistes, Philippe. Des psychologues, des psychiatres, même un hypnothérapeute. Rien n'a fonctionné. Mais Cécé était avant aujourd'hui, insista son frère. Avant ce cheval Tonnerre. Quelque chose s'est débloqué, Mathieu. Il faut saisir cette opportunité. L'aube n'avait pas encore percé l'obscurité lorsqu'Emma se glissa hors de son lit. La maison était silencieuse, enveloppée dans ce calme particulier qui précède le réveil du monde. Avec la discrétion d'une ombre, elle enfila un jean, un pull et ses bottes, puis descendit l'escalier en évitant soigneusement la troisième marche qui grinçait toujours. Son carnet de dessin sous le bras, elle traversa la cuisine déserte et sortit par la porte de service. L'air frais du matin la fit frissonner, mais elle n'y prêta pas attention. Son esprit était entièrement focalisé sur un seul objectif, rejoindre Tonnerre. Le domaine baignait dans une lumière bleutée, fantomatique. Au loin, les marais de Camargue-S éveillaient dans une symphonie discrète de bruissements et de clapotis. Emma connaissait ce chemin par cœur. Elle l'avait parcouru chaque matin depuis l'accident, trouvant dans la solitude des premières heures du jour un réconfort que la présence des humains ne lui apportait plus. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, quelqu'un l'attendait. Lorsqu'elle atteignit l'enclos, Tonnerre était déjà debout, comme s'il avait senti sa venue. Ses oreilles se dressèrent à son approche, et il s'avança jusqu'à la barrière, le regard fixé sur elle. « Bonjour, Tonnerre », murmura-t-elle, et cette fois, le son franchit ses lèvres, à peine audible, mais bien réel. Elle étalonnit doucement en réponse, et Emma sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle ouvrit la barrière et se glissa dans l'enclos avec une assurance que seuls les enfants peuvent avoir face à des créatures bien plus puissantes qu'eux. Tonnerre s'approcha, et elle tendit la main pour caresser son museau. La plaie sur son flanc, soigneusement suturée par le docteur Moreau, semblait moins enflammée que la veille. « Tu as moins mal ?» chuchota-t-elle. Elle, étalon, souffla doucement, comme pour acquiescer. Emma s'assit alors dans l'herbe humide de rosée et, à sa grande surprise, Tonnerre s'allongea près d'elle, repliant ses longues pattes avec précaution. Elle ouvrit son carnet et commença à dessiner l'animal, capturant la noblesse de sa tête, la puissance de son encolure, la vivacité de son regard. Et tout en dessinant, elle se mit à parler d'une voix si basse qu'elle semblait se fondre dans le murmure du vent matinal. « Maman est partie, dit-elle simplement. Elle conduisait notre voiture. Il pleuvait très fort. J'y étais assise à l'arrière avec ma poupée. Et puis, il y a eu ce camion. » Sa main s'immobilisa un instant sur le papier, le crayon suspendu au-dessus du dessin inachevé. J'ai crié, mais maman n'a pas entendu. Ou peut-être qu'elle n'a pas pu éviter. Je ne sais plus très bien. Tonnerre, elle, écoutait, ses grands yeux sombres fixés sur elle avec une attention presque humaine. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, papa pleurait. Il m'a dit que maman était partie au ciel, et j'ai su que était ma faute. Si je n'avais pas crié, si je ne l'avais pas distraite, des larmes silencieuses coulaient maintenant sur ses joues, mais elle continua à dessiner, ajoutant des détails à la tâche en forme d'éclairs sur le poitrail de Tonnerre. Alors,
J'ai décidé de ne plus jamais parler, parce que les mots peuvent faire mal. Les mots peuvent tuer. Et l'étalon approcha doucement son museau et le posa sur les genoux d'Emma, dans un geste de réconfort instinctif qui fit redoubler les larmes de la fillette. « Mais toi, tu es comme moi, » murmura-t-elle en caressant son encolure puissante. « Tu as mal, et tu as peur, et tu es en colère. Je le sais. Je le sens. » Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que Marcel, venu vérifier, état de tonnerre comme chaque matin depuis son arrivée, s'était arrêté à quelques mètres de l'enclos. Le vieil homme restait immobile, retenant presque sa respiration pour ne pas trahir sa présence et briser ce moment miraculeux. « Tu peux me parler, à moi », poursuivit Emma, sa voix se renforçant légèrement au fil des mots, « parce que tu ne me jugeras pas. Tu ne me diras pas que je dois être forte, ou que je dois aller de l'avant, ou que maman ne voudrait pas me voir comme ça. » Elle posa son carnet et entoura de ses bras le cou de Tonnerre, enfouissant son visage dans sa crinière noire. « J'ai peur, Tonnerre. J'ai peur que si je recommence à parler, si je redeviens comme avant, tout le monde oubliera maman, papa, oncle Philippe, même moi. Et ça, je ne peux pas le supporter. » Marcel sentit son cœur se serrer face à cette confession déchirante. Il comprenait maintenant pourquoi Emma S. était enfermée dans ce silence obstiné. Ce n'était pas seulement le traumatisme de l'accident, était aussi cette culpabilité irrationnelle, mais tenace, et cette peur terrible que la vie continue, que les souvenirs s'estompent, que sa mère disparaisse une deuxième fois. Le vieil homme s'éloigna aussi discrètement qu'il était venu, portant avec lui le poids de ce secret. Il savait qu'il devrait en parler à Mathieu, mais pas tout de suite. Pas avant d'avoir réfléchi à la meilleure façon d'aider cet enfant à se libérer de la prison qu'elle était construite. Pendant ce temps, dans la cuisine du domaine, Mathieu préparait le café, inquiet de ne pas avoir trouvé Emma dans sa chambre. C'est Philippe qui le rassura. « Je l'ai aperçue par la fenêtre, » dit-il en entrant dans la cuisine. « Elle est avec le cheval. » Mathieu hocha la tête, partagé entre le soulagement et une pointe de jalousie irrationnelle. Ce cheval a fait en un jour ce que 2 ans de thérapie n'ont pas réussi à accomplir. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Tonnerre au domaine des cieux clairs. 3 jours durant lesquels Emma n'avait quitté l'enclos que pour manger et dormir, et encore avec réticence. 3 jours pendant lesquels sa connexion avec l'étalon n'avait cessé de se renforcer, comme si un lien invisible se tissait entre leurs âmes blessées. Ce matin-là, une élégante Citroën DS noire remontait l'allée du domaine, soulevant un léger nuage de poussière sur son passage. Au volant, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel coupés courts et aux yeux d'un gris perçant derrière des lunettes à monture fine. « Le docteur Lambert est arrivé », annonça Philippe en apercevant la voiture depuis la véranda où il prenait son café avec Mathieu. Celui-ci hocha la tête, nerveux. Il avait finalement cédé aux instances de son frère et accepté de rencontrer cette spécialiste réputée, mais il ne pouvait s'empêcher de douter. Tant d'espoir déçu ces dernières années l'avait rendu méfiant envers les promesses de guérison miraculeuse. « Rappelle-toi, » dit Philippe en posant une main sur l'épaule de son frère, « elle vient juste observer aujourd'hui. Pas de pression, pas de thérapie forcée. » Le docteur. Sylvie Lambert n'était pas ce que Mathieu avait imaginé. Pas de blouse blanche, pas d'air condescendant, juste une présence calme et attentive. Après les présentations d'usage, elle demanda simplement « Puis-je voir Emma avec le cheval ?» Ils se dirigèrent vers l'enclos où Emma, comme à son habitude, était assise près de Tonnerre, son carnet de dessin sur les genoux. Elle et Talon, dont la blessure guérissait remarquablement bien, se tenait debout à côté d'elle, parfois baissant la tête pour renifler ses cheveux ou grignoter une touffe d'herbe à proximité. « Impressionnant !»
murmura le docteur Lambert en observant la scène. La confiance mutuelle est palpable. Marcel, qui supervisait un jeune employé nettoyant un enclos voisin, s'approcha d'eux. « Monsieur Mathieu, puis-je vous parler un moment ?» demanda-t-il, son regard croisant brièvement celui du docteur Lambert. Ils éloignèrent un peu, et Marcel raconta ce qu'il avait entendu 3 jours plus tôt. Ces confidences déchirantes qu'Emma avait faites à Tonnerre. « La culpabilité » murmura Mathieu, horrifié. « Elle se sent responsable de l'accident. Mon Dieu, comment n'ai-je pas pu voir ça ?» « Vous ne pouviez pas savoir » le rassura Marcel. Elle ne parlait plus, et même avant ça, à l'hôpital, elle était tellement sous le choc. Pendant ce temps, le docteur Lambert continuait d'observer Emma et Tonnerre, prenant quelques notes dans un petit carnet. Elle semblait particulièrement intéressée par la façon dont la fillette communiquait avec l'animal, par gestes et murmures. Soudain, un bruit sec retentit. Laurent avait laissé tomber un seau métallique qui roula bruyamment sur le sol pavé. Le son, amplifié par l'écho, résonna comme un coup de feu. Tonnerre réagit instantanément. Saisi de panique, il se cabra violemment, ses sabots avant battant l'air. Emma, prise par surprise, tomba en arrière, son carnet s'envolant dans la confusion. « Emma !» cria Mathieu, s'élançant vers l'enclos. Mais Philippe le retint fermement. « Attends !» Tu risques d'aggraver les choses. » Et les talons noirs, revenus sur ses 4 pattes, tournaient maintenant nerveusement autour d'Emma, qui était restée au sol, figée de peur. Ses yeux écarquillés trahissaient une terreur primale, ravivant peut-être le souvenir de l'accident. « Il faut faire quelque chose », gémit Mathieu, impuissant. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Emma, surmontant visiblement sa peur, se releva lentement. Puis, face à l'animal paniqué, elle fit ce que personne n'aurait osé faire. Elle lui barra le chemin. « Non !» Sa voix, claire et forte, résonna dans le silence stupéfait qui avait suivi le bruit. Tonnerre s'arrêta net, comme frappé par la foudre. Ses oreilles se tournèrent vers Emma, son corps puissant, tremblant encore d'adrénaline. « Tout va bien ?» continua-t-elle, sa voix plus douce mais toujours audible pour tous. « C'était juste un saut. Tu n'as rien à craindre, je suis là. » Elle tendit la main vers lui, comme elle l'avait fait le premier jour. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, l'étalon resta immobile, puis, lentement, il s'approcha et posa son museau dans la paume ouverte de la fillette. Sur la barrière, Mathieu s'accrochait au bois jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle avait parlé. Sa petite fille avait retrouvé sa voix, forte et claire, dans un moment de crise. Le docteur Lambert s'approcha discrètement de lui. « Votre fille est extraordinaire, » dit-elle simplement. « Elle vient de franchir la barrière la plus difficile. » Dans l'enclos, Emma avait maintenant ses bras autour du cou de Tonnerre, lui parlant doucement à l'oreille, le calmant de sa présence et de ses mots. Pour la première fois depuis 2 ans, elle utilisait sa voix comme un outil de guérison, non seulement pour l'animal, mais aussi pour elle-même. Le crépuscule enveloppait le domaine des cieux clairs d'une lumière dorée lorsque Mathieu retrouva Emma assise sur les marches de la véranda. Pour la première fois depuis l'accident, elle n'avait pas immédiatement rejoint Tonnerre après le dîner, préférant contempler le ciel qui s'embrasait à l'horizon. Mathieu s'assit doucement à côté d'elle, respectant l'espace entre eux, incertain de la façon d'aborder ce nouveau territoire. Le silence qui les entourait, était plus le même qu'auparavant. Il n'était plus chargé de mots non dits et d'émotions refoulées, mais plutôt d'une attente tranquille. « Tu as parlé aujourd'hui », dit-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Emma tourna lentement la tête vers lui, ses yeux bleus reflétant les dernières lueurs du jour. « Oui », répondit-elle simplement. Ce seul mot, prononcé par la voix qu'il avait cru ne jamais réentendre, suffit à faire monter les larmes aux yeux de Mathieu.
Il les retint, ne voulant pas l'effrayer avec l'intensité de ses émotions. Tonnerre avait peur, expliqua Emma, son regard se perdant à nouveau vers l'horizon. Il fallait que je l'aide. Mathieu hocha la tête, comprenant que pour sa fille, briser son silence avait été un acte de protection, pas pour elle-même, mais pour cet animal qui avait gagné sa confiance. Marcel m'a dit, commença-t-il avec précaution, que tu te sentais responsable de l'accident, de la mort de maman. Emma se raidit légèrement, ses petites mains se crispant sur ses genoux. Pendant un instant, Mathieu craignit qu'elle ne se referme à nouveau, qu'elle ne replonge dans son mutisme. Mais elle prit une profonde inspiration et murmura « J'ai crié. Maman s'est retournée. Et puis le camion. » Mathieu passa un bras autour des épaules frêles de sa fille, la serrant doucement contre lui. « Emma, ma chérie, ce haine était pas ta faute. Jamais, jamais je n'ai pensé une chose pareille. » L'accident a été causé par le camion qui a brûlé un feu rouge. Ni toi, ni maman n'auriez pu l'éviter. Mais si je n'avais pas crié, insista-t-elle, sa voix se brisant. Ça n'aurait rien changé, affirma Mathieu avec une douce fermeté. Le chauffeur du camion s'est endormi au volant. Les policiers me l'ont dit. Il a percuté votre voiture à pleine vitesse. Même si maman avait été totalement concentrée sur la route, elle n'aurait pas pu, elle, l'éviter. Emma leva vers lui des yeux pleins de larmes contenues. « Vraiment ? » ?»« Vraiment, » confirma-t-il, en essuyant tendrement une larme qui avait échappé et roulait sur la joue de sa fille. « Et tu sais quoi ? Maman serait tellement fière de toi aujourd'hui. De la façon dont tu as aidé Tonnerre, dont tu as été courageuse. » À la mention de Tonnerre, une étincelle s'alluma dans le regard d'Emma. « Il me comprend, papa, et je le comprends aussi. C'est comme si on avait vécu la même chose. Le docteur Lambert pense que c'est exactement ça, expliqua Mathieu. Elle dit que Tonnerre a probablement subi un traumatisme lui aussi. Qu'il a eu peur et qu'il s'est senti piégé comme toi après l'accident. » Emma hocha la tête, comme si cette explication confirmait ce qu'elle avait déjà intuitivement compris. « Elle voudrait te parler demain, si tu es d'accord, » ajouta Mathieu prudemment. « Pas comme les autres médecins, juste parler, comme toi et moi maintenant. » À sa grande surprise, Emma accepta d'un hochement de tête. « D'accord. Mais je veux que Tonnerre soit là. Je suis sûr que ça peut s'arranger, » sourit Mathieu, soulagé. « D'ailleurs, le docteur Moreau doit venir contrôler sa blessure demain matin. Elle guérit bien, tu sais. » Un silence confortable s'installa entre eux, pendant lequel ils observèrent les premières étoiles apparaître dans le ciel assombri. Puis, d'une voix hésitante, Emma posa la question qui lui brûlait visiblement les lèvres. « Papa, est-ce que Tonnerre pourra rester avec nous ? Pour toujours ?» Mathieu avait anticipé cette question. Depuis 3 jours, Victor Renard avait fait des recherches pour identifier le propriétaire potentiel de L Étalon, sans succès jusqu'à présent. Si personne ne le réclamait dans les prochaines semaines, légalement, le domaine pourrait le garder. « Je pense que c'est possible, » répondit-il prudemment. Mais tu dois comprendre, Emma, que Tonnerre est un cheval sauvage. Il n'a probablement jamais vécu en captivité avant. Même s'il s'est attaché à toi, il pourrait avoir besoin de sa liberté. Le visage d'Emma s'assombrit. Mais il est heureux ici. Avec moi, je sais, ma puce. Et nous ferons tout notre possible pour qu'il reste. Mais la décision finale doit être prise en pensant d'abord à son bien-être. Tu comprends ? Emma réfléchit un moment, puis hocha la tête avec une maturité qui surprit son père. « Je comprends. Comme maman disait toujours, aimer, c'est savoir laisser partir quand il le faut. » Ces mots, une citation favorite de Camille que Mathieu n'avait pas entendue depuis la mort de sa femme, le frappèrent en plein cœur. « Exactement, » murmura-t-il, la gorge serrée par l'émotion. «
Dans la cuisine, où il préparait une tisane pour tout le monde, Marcel et le docteur Lambert avaient observé discrètement la scène à travers la fenêtre. « C'est remarquable », commenta la psychiatre en versant l'eau chaude dans les tasses. La façon dont elle a créé un pont entre son traumatisme et celui de l'animal, utilisant cette connexion pour trouver le chemin vers la guérison. Marcel hocha la tête. « J'ai toujours pensé que les animaux avaient un don pour guérir les âmes blessées, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Le problème, soupira le docteur Lambert, c'est qu'elle a maintenant créé une dépendance émotionnelle envers ce cheval. Si pour une raison ou une autre, ils devaient être séparés, elle n'acheva pas sa phrase, mais Marcel comprit parfaitement ce qu'elle impliquait. Si Tonnerre devait quitter le domaine, le traumatisme pourrait replonger Emma dans son mutisme, peut-être plus profondément encore. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Emma avait retrouvé sa voix. Une semaine pendant laquelle le domaine semblait avoir retrouvé une partie de l'âme qu'il avait perdue à la mort de Camille. Le rire d'Emma, d'abord timide, puis de plus en plus assuré, résonnait à nouveau entre les murs de pierre de la vieille bâtisse. Ses conversations avec le docteur. Lambert, toujours en présence de Tonnerre, lui permettait progressivement d'exprimer sa douleur, sa culpabilité et finalement d'accepter que l'accident N n'était pas de sa faute. Ce matin-là, alors que Mathieu savourait son café en observant Emma qui brossait l'étalon dans l'enclos, le téléphone du domaine sonna. Marcel, qui passait par là, décrocha, échangea quelques mots, puis vint trouver Mathieu, le visage grave. « C'est Victor Renard », annonça-t-il. « Il arrive dans 1 heure, et il n'est pas seul. » Mathieu sentit un poids s'installer dans sa poitrine. « Il a trouvé le propriétaire de Tonnerre ?» Marcel hocha lentement la tête. « Un certain monsieur Beaumont, de lait élevage des Hautes-Terres, près de Toulouse. Apparemment, lait et Talon s'est échappé il y a presque 2 mois, lors d'une tempête qui a endommagé leur clôture. Il le cherche depuis. » Mathieu ferma les yeux un instant, tentant de maîtriser l'angoisse qui montait en lui. « Comment allons-nous annoncer ça à Emma ?»« Je ne sais pas, » avoua Marcel. « Mais peut-être devrions-nous d'abord rencontrer ce Beaumont, comprendre ses intentions. Si Tonnerre s'est échappé, c'est peut-être qu'il n'était pas heureux là-bas. » 1 heure plus tard, un 4x4 rutilant s'arrêtait dans la cour du domaine, suivi par le pick-up familier de Victor. Du premier véhicule descendit un homme d'une 60aine d'années, grand et sec, vêtu avec une élégance ostentatoire qui jurait avec l'atmosphère rustique du domaine. « Un de Monsieur Leclerc », salua Victor en faisant les présentations. « Voici Monsieur Étienne Beaumont de l'élevage des Hautes-Terres. » Beaumont serra la main de Mathieu avec une fermeté calculée. « J'ai bien peur que vous ayez mon étalon, » déclara-t-il sans préambule. « Un méran pure race, valeur estimée à plus de 50 000 €. Il répond au nom de Tempête Noire. » Mathieu tiqua à l'entente de ce nom, si différent de celui qu'Emma avait donné à l'animal. « Nous l'appelons Tonnerre ici, » répondit-il simplement. « Ma fille a établi un lien particulier avec lui. » Un sourire condescendant effleura les lèvres de Beaumont. Charmant. « Mais Tempête Noire est un reproducteur de compétition, pas un animal de compagnie. J'ai tous les papiers prouvant qu'il m'appartient et je suis venu le récupérer aujourd'hui même. » La brutalité de cette annonce prit Mathieu au dépourvu. Il avait espéré pouvoir négocier, trouver un compromis qui permettrait à Emma de garder le contact avec l'animal qui l'avait aidé à sortir de son mutisme. « Monsieur Beaumont », intervint Marcel, qui avait assisté à l'échange, « peut-être pourriez-vous d'abord voir l'étalon, constater son état. Il a été grièvement blessé lorsque nous l'avons recueilli. » Beaumont hocha la tête avec impatience. « Montrez-moi. » Ils se dirigèrent vers l'enclos où Emma, inconsciente du drame qui se jouait, continuait de brosser Tonnerre tout en lui parlant doucement. Le cheval, parfaitement détendu,
avait posé sa tête sur l'épaule de la fillette dans un geste d'une tendresse surprenante pour un animal réputé sauvage. Beaumont s'arrêta net à cette vision, son assurance momentanément ébranlée. « C'est impossible », murmura-t-il. « Cet étalon a blessé 3 de mes hommes avant de s'échapper. Il était indomptable. »« Pas pour Emma », expliqua Mathieu avec une fierté qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Ma fille a un don. » À ce moment, Emma remarqua leur présence et se tourna vers eux, son visage s'illuminant à la vue de son père, mais son sourire s'évanouit rapidement lorsqu'elle remarqua l'étranger qui observait Tonnerre avec une expression calculatrice. « Papa !» appela-t-elle, soudain inquiète, ses bras s'enroulant instinctivement autour du cou de l'étalon. Mathieu se força à sourire pour la rassurer. « Emma, je te présente Monsieur Beaumont. Il vient voir Tonnerre. » La fillette dévisagea l'homme avec méfiance. « Pourquoi ?» Ce fut Beaumont lui-même qui répondit, s'approchant de la barrière. « Parce que ce cheval m'appartient, jeune fille. » Son vrai nom est Tempête Noire, et c'est un champion de dressage. Le visage d'Emma pâlit si brusquement que Mathieu fit un pas en avant, craignant qu'elle ne s'évanouisse. Mais sa fille se redressa, ses yeux bleus s'assombrissant comme un ciel d'orage. « Non », dit-elle simplement, sa voix étonnamment ferme. « Il s'appelle Tonnerre, et il est heureux ici. » Beaumont eut un petit rire condescendant. « Ce n'est pas à toi de décider, petite. » « J'ai tous les papiers nécessaires. » Emma se tourna vers son père, ses yeux implorants. « Papa, ne le laisse pas prendre Tonnerre, s'il te plaît. » Mathieu sentit son cœur se déchirer. D'un côté, il y avait la loi, les droits de propriété que Beaumont pouvait légitimement faire valoir. De l'autre, il y avait sa fille, qui avait finalement trouvé un chemin vers la guérison grâce à cet animal. « Monsieur Beaumont, » tenta-t-il, serait-il possible d'envisager une solution qui permettrait à Emma de continuer à voir Tonnerre? Nous pourrions l'acheter, ou... Ce cheval n'est pas à vendre, coupa sèchement Beaumont. Il représente des années de sélection génétique et d'entraînement. Et vu son comportement actuel, je dirais que son séjour ici a été bénéfique. Il semble enfin être assaji. Tonnerre, comme s'il comprenait la conversation, avait redressé la tête, ses oreilles pointées vers Beaumont, son corps tendu dans une posture d'alerte. « Vous ne pouvez pas le prendre », insista Emma, sa voix montant légèrement. « Il ne veut pas partir. » Emma, intervint doucement Mathieu. « Nous devons respecter les droits de Monsieur Beaumont. » Si Tonnerre lui appartient légalement. « Non !» L'explosion soudaine d'Emma surprit tout le monde. Tonnerre n'appartient à personne. Il était libre. Il est venu à moi parce qu'il le voulait. Beaumont soupira avec impatience. « Écoutez, je comprends que votre fille se soit attachée à ce cheval, mais le fait est qu'il vaut une petite fortune et qu'il fait partie de mon programme de élevage. Je reviendrai demain avec une remorque et mes hommes pour le récupérer. D'ici là, préparez-la à cette séparation. » Sur ces mots, il tourna les talons et se dirigea vers son véhicule, laissant derrière lui un silence lourd de désespoir. La nuit qui suivit la visite de Beaumont fut la plus longue que le domaine des cieux clairs ait jamais connue. Emma avait refusé de quitter Tonnerre, restant dans l'enclos malgré la fraîcheur nocturne qui s'installait. Mathieu lui avait apporté une couverture et avait tenté de la raisonner, mais face à la détermination farouche de sa fille, il avait finalement capitulé, installant une chaise près de la barrière pour veiller sur elle. Marcel, Philippe et le docteur Lambert étaient restés éveillés également, réunis autour de la table de la cuisine, cherchant désespérément une solution. « Les papiers de Beaumont sont en règle », soupira Philippe, repoussant les documents qu'il venait d'examiner. « Légalement, nous n'avons aucun recours. »« La loi, » murmura Marcel, « ne tient pas toujours compte des cœurs qui se brisent. » Le docteur Lambert, qui était resté silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. « Le problème n'est pas seulement la séparation physique, c'est ce qu'elle représente pour Emma.
Perdre Tonnerre, c'est comme perdre sa mère une deuxième fois. Ces mots résonnèrent douloureusement dans la pièce, exprimant la crainte que tous partageaient sans oser la formuler. Qu'Emma, face à cette nouvelle perte, ne replonge dans un mutisme dont elle ne pourrait peut-être jamais sortir. À l'aube, alors que les premières lueurs du jour coloraient le ciel d'un rose pâle, Mathieu, qui s'était assoupi sur sa chaise, fut réveillé par le bruit d'un moteur. Le 4x4 de Beaumont remontait l'allée, suivi par une imposante remorque à chevaux. « Il est en avance !» marmonna-t-il, se frottant les yeux pour chasser les dernières traces de sommeil. Dans l'enclos, Emma était déjà debout, son petit corps tendu comme une corde d'arc, ses mains agrippées à la crinière de Tonnerre, qui semblait lui aussi percevoir le danger imminent. Beaumont descendit de son véhicule, accompagné de 2 hommes à l'allure robuste. Sans même un regard pour Mathieu, il se dirigea droit vers l'enclos. « Nous sommes venus chercher Tempête Noire », annonça-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. « Écartez-vous, petite !» Emma ne bougea pas d'un millimètre, ses yeux bleus fixés sur l'homme avec un mélange de peur et de défiance. « Son nom est Tonnerre », dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Et il ne veut pas partir avec vous. » Beaumont fit un geste d'impatience à ces hommes qui s'approchèrent de la barrière, licol et longe en main. « Attendez !» intervint Mathieu, se plaçant devant eux. Ma fille a besoin d'un moment pour lui dire au revoir, correctement. Beaumont consulta sa montre avec ostentation. Vous avez 5 minutes. C'est alors que le docteur Lambert, qui avait assisté à la scène depuis la véranda, s'avança. Monsieur Beaumont, puis-je vous parler un instant? Pendant que la psychiatre entraînait Beaumont à l'écart, Mathieu s'approcha d'Emma, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Ma puce, dit-il doucement. Je sais que c'est difficile, mais parfois, nous devons laisser partir ceux que nous aimons, même si ça fait mal. Emma secoua la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Papa, il est malheureux là-bas. C'est pour ça qu'il s'est enfui. Comment le sais-tu? Il me l'a dit, répondit-elle avec une simplicité désarmante. Pas avec des mots, mais je le sais. Comme je sais qu'il préférerait mourir que de retourner là-bas. Tonnerre, comme pour confirmer ses paroles, hennit doucement, frottant son museau contre la joue d'Emma pour sécher ses larmes. À ce moment précis, le docteur Lambert revint avec Beaumont, dont le visage semblait moins dur qu'auparavant. « Monsieur Leclerc, commença-t-il, le docteur Lambert m'a expliqué la situation de votre fille. Je ne suis pas un monstre, vous savez. J'aime mes chevaux. Alors pourquoi Tonnerre s'est-il enfui ?» demanda Mathieu, incapable de contenir sa frustration. Un éclair de culpabilité passa dans les yeux de Beaumont. Peut-être que nos méthodes d'entraînement sont trop traditionnelles. Tempête Noire a toujours été difficile, imprévisible. Nous avons essayé de le briser. Le briser, répéta Mathieu, horrifié. Outre, c'est la méthode standard pour les chevaux récalcitrants, se défendit Beaumont, bien que son ton manquât de conviction. Emma, qui avait écouté cet échange, s'avança jusqu'à la barrière, Tonnerre la suivant comme son ombre. « Vous lui avez fait mal, » dit-elle, ses yeux accusateurs fixés sur Beaumont. « Vous l'avez frappé et enfermé, c'est pour ça qu'il vous déteste. » L'homme pâlit légèrement. « Et comment peut-elle savoir ça ? Emma a un don particulier avec les animaux, expliqua le docteur Lambert, une forme d'empathie intuitive qui lui permet de ressentir ce qu'ils ressentent. Beaumont observa pendant un long moment la fillette et elle étalon, une expression indéchiffrable sur son visage. Puis, à la surprise générale, il s'approcha lentement de la barrière. « Puis-je » demanda-t-il, désignant l'enclos. Mathieu hésita, puis hocha la tête, ouvrant la barrière pour laisser passer l'homme. Tonnerre se cabra immédiatement, hennissant avec colère, ses sabots battant l'air en signe d'avertissement. Emma posa une main apaisante sur son encolure, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Beaumont s'arrêta à une distance prudente. « Il me reconnaît », constata-t-il, avec un mélange de surprise et de tristesse.
et il n'a pas oublié. Les animaux n'oublient jamais, intervint Marcel, qui venait de les rejoindre. Ni la cruauté, ni la gentillesse. Monsieur, dit Emma, sa voix soudain plus assurée qu'elle ne l'avait jamais été, si vous prenez Tonnerre aujourd'hui, il mourra. Pas tout de suite, peut-être, mais son esprit mourra. Et le mien aussi. Ces mots, prononcés avec une conviction tranquille qui dépassait son âge, semblèrent toucher quelque chose en Beaumont. Il resta silencieux un long moment, puis soupira profondément. 50 000 €, dit-il finalement. C'est la valeur de ce cheval. Mathieu sentit son cœur se serrer. Une telle somme était bien au-delà de ses moyens, même en vendant une partie du domaine. « Je ne peux pas, » commença-t-il. « Mais je le peux, » l'interrompit Philippe, qui s'était approché silencieusement. « J'ai mis de l'argent de côté pour l'université d'Emma. Je ne peux pas imaginer un meilleur investissement pour son avenir. » Beaumont secoua la tête. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il s'approcha d'Emma, s'accroupissant pour être à son niveau, ignorant Tonnerre qui piaffait nerveusement. « Jeune fille, si je te laisse ce cheval, me promets-tu d'en prendre soin, de ne jamais lui faire de mal, de respecter sa nature sauvage tout en lui donnant l'amour dont il a besoin ?» Emma le fixa avec stupéfaction, n'osant croire ce qu'elle entendait. « Vous me le donnez ?»« Disons que je corrige une erreur, » répondit Beaumont, un sourire triste aux lèvres. J'ai essayé de briser cet étalon par la force, alors qu'il suffisait de lui montrer de l'amour. C'est une leçon que je n'oublierai pas. La joie qui illumina le visage d'Emma à cet instant valait plus que tous les trésors du monde. Elle se jeta dans les bras de Beaumont, le prenant complètement au dépourvu. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. « Je vous le promets. » Beaumont, visiblement ému, se releva maladroitement et se tourna vers Mathieu. « Je vous enverrai les papiers de propriété, officiellement Tempête Noire. Pardon, Tonnerre appartient désormais au domaine des cieux clairs. » Alors que Beaumont et ses hommes repartaient, leur remorque vide, Emma était retournée auprès de Tonnerre, lui racontant la bonne nouvelle comme s'il pouvait comprendre chaque mot. Le docteur Lambert s'approcha de Mathieu, un sourire satisfait aux lèvres. « Vous savez ce qui vient de se passer, n'est-ce pas? Un miracle ?» suggéra-t-il, encore abasourdi par ce revirement inattendu. « En quelque sorte, » confirma-t-elle, mais surtout, Emma vient de fermer la boucle de son traumatisme. Face à la menace de perdre Tonnerre, elle a trouvé la force de s'exprimer, de se battre pour ce qui lui est cher. Elle n'est plus la victime impuissante qu'elle croyait être lors de l'accident. Mathieu observa sa fille qui riait maintenant, courant dans l'enclos avec Tonnerre qui la suivait joyeusement, leur complicité évidente pour tous. « Elle parle », murmura-t-il émerveillé. « Elle rit, elle vit à nouveau. Et elle continuera », assura le docteur Lambert. Le chemin de la guérison n'est jamais parfaitement droit. Il y aura encore des moments difficiles, des souvenirs douloureux. Mais elle a trouvé sa voie, au sens propre comme au figuré. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, inondant le domaine d'une lumière éclatante qui semblait laver les dernières ombres du passé. Marcel, qui était approché silencieusement, posa une main sur l'épaule de Mathieu. « Camille serait fière ?» dit-il simplement. Et pour la première fois depuis la mort de sa femme, Mathieu put penser à elle sans que la douleur n'étouffe tout le reste. « Oui, » répondit-il, « elle le serait. » Dans l'enclos, Emma avait grimpé sur le dos de Tonnerre, sans selle ni bride, s'accrochant simplement à sa crinière. Elle, étalon, loin de s'en offusquer, avançait au pas avec une délicatesse surprenante, comme conscient du précieux fardeau qu'il portait. « Et papa, regarde !» appela-t-elle, son visage rayonnant de bonheur. « Tonnerre et moi, on vole !» Et en effet, alors que le cheval accélérait légèrement son allure, Emma, les bras écartés et les cheveux flottant au vent, semblait voler, libérée enfin des chaînes invisibles qui l'avaient si longtemps retenue au sol.
Dans le ciel bleu de la Camargue, un héron prit son envol, symbole parfait de cette nouvelle liberté conquise par deux âmes blessées qui avaient trouvé dans leur rencontre improbable le chemin vers la guérison.